Un millionnaire engage une nourrice pour s'occuper de sa fille de 7 ans. Un jour, il rentra plus tôt du travail et resta paralysé par ce qu'il vit. Le manoir Dumas, niché dans les environs paisibles de Paris, imposait par sa grandeur, les murs en pierre blanche, les hauts plafonds ornés de moulures et les vastes jardins parfaitement entretenus, donnèrent l'image d'une famille prospère et comblée. Pourtant, à l'intérieur, chaque pièce semblait figée dans un silence glacial. Les couloirs, autrefois animés par les éclats de rire de Claire et de leur fille Amélie, étaient désormais enveloppés d'une atmosphère lourde. Pierre Dumas, un homme d'affaires reconnu, traversa l'entrée principale à grands pas, un téléphone à l'oreille et un attaché-case dans la main. Sa voix basse et autoritaire donnait des directives claires à son équipe. Comme si chaque mot portait le poids de décisions cruciales, il entra dans son bureau sans jeter un regard au reste de la maison, refermant la porte derrière lui avec un soupir. À l'étage, Amélie, âgée de 7 ans, jouait seule dans sa chambre. Elle avait disposé ses poupées en cercle sur le tapis et leur racontait une histoire avec une énergie feinte. Depuis la mort de sa mère, elle avait appris à occuper ses journées seule, mais son regard trahissait une mélancolie que même ses jouets ne pouvaient apaiser. Le dîner fut annoncé par Madame Lambert, la gouvernante dévouée de la famille depuis des années. Amélie descendit joyeusement, espérant que son père serait à table ce soir. Elle s'assit à sa place habituelle et fixa la chaise vide en face d'elle. Pierre arriva avec quelques minutes de retard, son visage fatigué et ses épaules légèrement voûtées par la pression. « Papa !» s'exclama Amélie avec un sourire timide. Il posa son attaché-case à côté de la table et lui adressa un sourire rapide, mais sincère. « Bonsoir ma chérie. Comment s'est passée ta journée ? » « Bien, j'ai terminé mon dessin pour l'école. Tu veux le voir ?» Pierre hocha la tête tout en jetant un coup d'œil à son téléphone, posé à côté de son assiette. Amélie, enthousiaste, courut chercher son dessin dans sa chambre et revint quelques instants plus tard avec une feuille colorée. « Regarde, c'est maman et moi dans le jardin », dit-elle en tendant le papier. Pierre observa le dessin un instant, le cœur serré. Claire y était représentée avec un sourire radieux, tenant Amélie par la main sous un grand pommier. « C'est magnifique », dit-il doucement, mais son esprit était déjà ailleurs. Préoccupé par une réunion importante prévue le lendemain, le reste du dîner se déroula dans un silence pesant, Amélie parlant par moments de ses poupées, tandis que Pierre acquiesçait distraitement. Après avoir mis Amélie au lit, Pierre se retira dans son bureau. Il s'affala sur son fauteuil en cuir et fixa une photo posée sur son bureau. C'était une image de Claire tenant Amélie dans ses bras, le jour de leur retour de la maternité. Le lendemain matin, alors qu'il consultait son agenda, Madame Lambert entra avec une expression préoccupée. « Monsieur Dumas, je dois vous parler d'Amélie, » dit-elle d'un ton sérieux. Pierre leva les yeux de son écran. Intrigué, elle est si souvent seule. Je pense qu'elle a besoin de compagnie, une figure maternelle peut-être. Pierre haussa un sourcil, visiblement sur la défensive. « Vous pensez que je ne fais pas assez pour ma fille ? Ce n'est pas ce que je dis, monsieur, répondit-elle avec douceur, mais une personne qui pourrait passer du temps avec elle. Jouer, l'écouter, cela lui ferait du bien. Pierre resta silencieux un instant, puis acquiesça. Faites passer une annonce. Je veux que cette personne soit compétente et fiable. Quelques jours plus tard, une série de candidates défilèrent dans le bureau de Pierre pour des entretiens. La plupart avaient des références impeccables et une expérience solide. Mais aucune ne semblait avoir cette étincelle que Pierre recherchait sans le savoir. Puis Héloïse entra, une jeune femme de 24 ans, vêtue simplement mais avec une élégance naturelle. Elle avait des cheveux châtain clair attachés en une queue de cheval et un regard franc. « Bonjour, je suis Héloïse Morel », dit-elle avec assurance. Pierre l'examina de la tête aux pieds, sceptique. « Pourquoi voulez-vous travailler ici ?» demanda-t-il, le ton légèrement sec. « J'ai grandi dans un orphelinat, monsieur. Les enfants ont besoin de sentir qu'ils sont aimés et soutenus. C'est ce que je veux offrir à Amélie. » Pierre nota l'émotion dans sa voix et posa d'autres questions. Héloïse répondit avec sincérité, parlant de son expérience comme assistante dans une école primaire et de son amour pour les enfants. Après un long moment de réflexion, Pierre se pencha en avant. « Vous commencez demain », annonça-t-il d'un ton ferme. Le lendemain, Héloïse arriva au manoir, accueillie par Madame Lambert. Amélie, curieuse mais réservée, l'observa de loin, mais en quelques heures,
Héloïse avait réussi à la faire rire en jouant à un jeu improvisé dans le jardin. Depuis son bureau, Pierre entendit les éclats de rire d'Amélie, un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Il releva la tête de ses dossiers, légèrement troublé. Peut-être que, cette fois, il avait fait le bon choix. Le matin était doux et lumineux, et les rayons du soleil traversèrent les grandes fenêtres du manoir Dumas, illuminant les couloirs d'une lueur dorée. Pour la première fois depuis longtemps, il y avait une certaine excitation dans l'air. Amélie, perchée sur l'escalier en bois massif, observait discrètement l'entrée principale en attendant l'arrivée d'Héloïse. « Elle sera gentille, tu crois ?» demanda-t-elle à Madame Lambert, qui arrangeait un vase de fleurs. « Je suis sûre qu'elle sera parfaite pour toi, » répondit la gouvernante avec un sourire rassurant. Un peu plus tard, une petite voiture s'arrêta devant la grande allée pavée. Une jeune femme en sortit, tenant un sac simple sur son épaule et arborant une expression calme mais déterminée. Héloïse fit quelques pas hésitants, levant les yeux vers le manoir imposant. Madame Lambert alla l'accueillir chaleureusement, tandis qu'Amélie observait la scène à travers les barreaux de l'escalier. « Bonjour, mademoiselle Morel. Bienvenue, » dit Madame Lambert en lui tendant la main. « Merci, je suis ravie de commencer, » répondit Héloïse, d'une voix douce mais assurée. Madame Lambert lui fit signe d'entrer et l'accompagna dans le salon principal, où Pierre les attendait. Il était assis sur un fauteuil en cuir, le visage sérieux. Quand il leva les yeux sur Héloïse, il analysa chaque détail, comme s'il évaluait une candidate pour un poste de haute direction. « Bienvenue. Nous avons déjà discuté de vos qualifications, mais je tiens à être clair. Je m'attends à ce que vous soyez entièrement dévouée à Amélie. Elle est tout ce que j'ai, » dit-il, son ton plus ferme qu'il ne l'aurait voulu. Héloïse hocha la tête, comprenant la gravité de ses paroles. « Je le serai, monsieur Dumas. Amélie mérite toute l'attention et l'affection qu'on peut lui offrir, » répondit-elle, ses yeux brillants de sincérité. Pierre resta silencieux un instant, puis se leva. « Très bien. Lambert vous montrera vos quartiers et vous expliquera vos responsabilités. » Héloïse suivit Madame Lambert à l'étage, où une petite chambre lui avait été préparée. Bien que modeste comparée au reste du manoir, la pièce était lumineuse et confortable, avec une vue imprenable sur les jardins. « Je sais que ça peut paraître intimidant au début, » confia Madame Lambert. « Mais si vous gagnez la confiance de Mademoiselle Amélie, vous verrez que c'est une enfant adorable. » Héloïse déballa ses affaires rapidement, puis rejoignit Amélie, qui jouait dans le salon avec ses poupées. « Bonjour Amélie, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Je m'appelle Héloïse. » Amélie la regarda avec curiosité, un mélange de timidité et d'expectative dans ses grands yeux bruns. « Tu es ma nouvelle nounou ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, mais je préfère qu'on dise que je suis ton amie. Est-ce que je peux jouer avec toi ?» Amélie hésita un instant, puis acquiesça. Héloïse s'assit sur le tapis moelleux à côté d'elle et commença à discuter avec naturel des noms des poupées, de leurs robes et des histoires qu'Amélie inventait. En moins d'une heure, les deux riaient ensemble, et Amélie semblait avoir oublié toute méfiance. Dans son bureau, Pierre remarqua l'éclat de rire provenant du salon. Il se détourna de son écran, intrigué. Il n'avait pas entendu un tel son dans la maison depuis des années. Une partie de lui voulait descendre et voir ce qui se passait. Mais il repoussa cette idée, se rappelant qu'il avait encore des dossiers importants à terminer. Au fil de la journée, Héloïse s'intégra naturellement dans la routine de la maison. Elle accompagna Amélie pour une promenade dans le jardin, lui montrant comment faire des couronnes de fleurs et jouant à cache-cache parmi les grands arbres. Amélie, d'habitude si réservée, rayonnait de bonheur. Le soir, alors qu'Héloïse lisait une histoire à Amélie pour l'endormir, Pierre passa devant la porte entrebâillée de la chambre. Il s'arrêta, écoutant la voix apaisante d'Héloïse et les rires légers de sa fille. Un sourire involontaire apparut sur son visage. Mais il se reprit rapidement et continua son chemin. Après avoir mis Amélie au lit, Héloïse descendit dans la cuisine, où Madame Lambert préparait une tisane. « Comment s'est passée votre première journée ?» demanda la gouvernante. « Mieux que je ne l'imaginais, » répondit Héloïse en souriant. « Amélie est un trésor. Vous avez un don avec les enfants. Je crois qu'elle vous apprécie déjà. » confia Madame Lambert. Pendant ce temps, dans son bureau, Pierre fixait à nouveau la photo de Claire sur son bureau. L'arrivée d'Héloïse semblait avoir apporté une énergie différente dans la maison, une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, mais il restait méfiant. Après tout, elle était encore une étrangère.
et ils ne pouvaient pas se permettre de laisser quelqu'un entrer trop profondément dans leur vie. Pourtant, cette nuit-là, avant de s'endormir, Pierre ne put s'empêcher de se demander si Héloïse n'était pas exactement ce dont Amélie avait besoin, peut-être même ce dont ils avaient tous les deux besoin. Les jours qui suivirent l'arrivée d'Héloïse furent marqués par un changement subtil mais notable dans la maison Dumas. L'atmosphère, autrefois si lourde, semblait peu à peu s'alléger. Amélie rayonnait d'un bonheur retrouvé, et son rire résonnait maintenant fréquemment à travers les pièces immenses du manoir. Pour Pierre, ces changements étaient à la fois réconfortants et troublants. Chaque matin, il voyait sa fille courir dans le jardin avec Héloïse, des fleurs dans les cheveux et un sourire éclatant, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander combien de temps cela durerait. Un soir, alors qu'il rentrait plus tôt que d'habitude, Pierre trouva Héloïse et Amélie dans le salon, entourés de livres et de feuilles colorées. Héloïse était en train d'aider Amélie à fabriquer un collage pour l'école. « Papa, viens voir !» cria Amélie en agitant une feuille de papier recouverte de dessins et de photos découpées. Surpris par cet accueil enthousiaste, Pierre posa son attaché-case près de la porte et s'approcha. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-il avec un léger sourire. « Un projet sur les animaux » expliqua Amélie. « Héloïse m'a appris à découper les images sans dépasser. » Pierre se pencha pour examiner le travail de sa fille. Le collage était désordonné mais débordant de créativité et de couleurs. « Ah, c'est très joli », dit-il sincèrement. « Tu es vraiment douée ?» Amélie lui lança un regard fier, tandis qu'Héloïse, assise à côté d'elle, observait discrètement l'interaction. C'était la première fois qu'elle voyait Pierre véritablement présent pour sa fille. « Vous voulez nous aider ?» demanda Héloïse avec un sourire malicieux. Pierre hésita, un peu gêné. Il n'avait pas touché à une paire de ciseaux ou à de la colle depuis des années. « Pourquoi pas ?» répondit-il finalement. Ce simple moment, passé à découper des images d'animaux et à les coller sur une feuille, marqua un tournant. Amélie semblait ravie de partager cette activité avec son père. Et Pierre se surprit à apprécier cet instant de légèreté. Le lendemain matin, alors qu'il prenait son café dans la salle à manger, Pierre entendit Amélie discuter avec enthousiasme d'Héloïse. « Elle est la meilleure, papa. On a fait des cookies hier, et elle m'a appris à écrire mon prénom avec du glaçage. » Pierre sourit en l'écoutant. Il n'avait pas vu sa fille aussi heureuse depuis des années, et cela le touchait plus qu'il ne voulait l'admettre. Plus tard dans la journée, alors qu'il s'apprêtait à partir pour une réunion importante, il croisa Héloïse dans le couloir. « Merci, » dit-il soudain, la voix un peu hésitante. Héloïse le regarda, surprise. « Merci, pourquoi ? Pour tout ce que vous faites pour Amélie, je n'ai pas été très présent ces derniers temps, et vous semblez avoir réussi à ramener la lumière dans sa vie. » Héloïse rougit légèrement, touchée par ces mots. Elle est une petite fille merveilleuse. Je ne fais que mon travail, mais je suis heureuse de voir qu'elle s'épanouit. Pierre hocha la tête, un peu mal à l'aise face à cette honnêteté. Il n'était pas habitué à exprimer ses émotions ou à recevoir de tels retours. Au fil des semaines, Héloïse devint une présence incontournable dans la maison. Elle accompagnait Amélie à l'école, lui lisait des histoires le soir et organisait des activités qui transformaient chaque journée en une nouvelle aventure. Un après-midi, alors qu'il travaillait dans son bureau, Pierre entendit des éclats de rire provenant du jardin. Intrigué, il se leva et regarda par la fenêtre. Amélie et Héloïse jouaient à un jeu de ballon, courant dans l'herbe sous le soleil d'automne. Les cheveux d'Amélie brillaient à la lumière, et son rire était contagieux. Pierre resta un moment à les observer, un sourire involontaire sur les lèvres. Pourtant, une pensée le troubla. Cela faisait si longtemps qu'il ne s'était pas autorisé à profiter de ces petits moments de bonheur. Il réalisa qu'il avait laissé son travail prendre le dessus sur tout le reste, y compris sa relation avec sa fille. Le soir même, il prit une décision. « Amélie, » dit-il en entrant dans sa chambre après le dîner. « Ça te dirait qu'on aille au parc ce week-end, toi et moi ?» Les yeux d'Amélie s'illuminèrent. « Vraiment, juste nous deux ?»« Oui, juste nous deux, » confirma-t-il, un sourire sincère sur le visage. Amélie sauta dans ses bras, et Pierre sentit une vague d'émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Dans le couloir, Héloïse, qui passait par là, assista discrètement à cette scène. Un léger sourire apparut sur son visage. Elle savait qu'elle n'était qu'un catalyseur, mais voir Pierre et Amélie se rapprocher lui réchauffait le cœur.
Ce soir-là, Pierre resta plus longtemps que d'habitude dans la chambre d'Amélie, parlant avec elle de l'école, de ses rêves et même de ses souvenirs de Claire. C'était un premier pas, mais un pas important. Vers une relation plus profonde avec sa fille, dans son propre lit, Pierre repensa à la journée. Il avait encore un long chemin à parcourir. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait prêt à essayer. Le samedi matin, un doux parfum de pain grillé et de confiture embaumait la cuisine du manoir Dumas. Amélie, assise à la grande table, discutait joyeusement avec Héloïse, qui préparait son chocolat chaud préféré. Pierre, pour une fois, était présent dès le petit déjeuner, une tasse de café à la main et un sourire discret au coin des lèvres. « Alors, prête pour notre sortie au parc, ma grande ?» demanda-t-il, posant la tasse sur la table. « Oui, j'ai déjà choisi ma tenue et préparé mon cerf-volant », répondit Amélie avec enthousiasme. Héloïse observait la scène avec satisfaction. Ce lien naissant entre Pierre et sa fille réchauffait l'atmosphère de la maison, et Amélie semblait enfin retrouver la joie qu'elle méritait. Plus tard dans la journée, tandis que Pierre et Amélie partèrent pour le parc, Héloïse profita du calme pour ranger la chambre d'Amélie, en déplaçant quelques livres sur le bureau. Elle remarqua une feuille pliée en 4, coincée sous une pile de dessins. Par curiosité, elle la déplia et réalisa immédiatement que c'était une lettre. Les mots maladroitement écrits à la main lui serrèrent le cœur. « Chère maman, tu me manques beaucoup. Parfois, je rêve que tu es là avec moi, et je me réveille triste quand je comprends que ce n'est pas vrai. Papa est souvent occupé, et je me sens seule. J'aimerais que tu sois encore là pour m'aider à sourire. Je promets d'être sage pour toi. Je t'aime. » Les larmes montèrent aux yeux d'Héloïse. Elle s'assit doucement sur le bord du lit, relisant chaque mot. Cette lettre était une fenêtre ouverte sur la solitude qu'Amélie portait en elle. Malgré son sourire éclatant, plongée dans ses pensées, elle n'entendit pas immédiatement les pas de Pierre dans le couloir. Ce dernier, de retour plus tôt que prévu, entra dans la chambre d'Amélie, s'attendant à y trouver sa fille. À la place, il vit Héloïse, immobile, tenant la lettre entre ses mains. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il d'un ton brusque, surprise. Héloïse se leva précipitamment, la lettre toujours dans ses mains. « Je suis désolée, je ne voulais pas. » Mais Pierre, remarquant ses yeux rouges, comprit qu'elle avait lu quelque chose de bouleversant. Il s'approcha et lui prit la lettre des mains, son regard se posant sur les mots griffonnés par sa fille. Un silence lourd s'installa dans la pièce tandis qu'il lisait. Chaque mot semblait peser sur ses épaules, une claque douloureuse lui rappelant son absence dans la vie d'Amélie. Lorsqu'il termina, il resta un moment sans bouger, fixant le papier comme si cela pouvait effacer la vérité qu'il venait de découvrir. « Elle n'a jamais parlé de ça », murmura-t-il, sa voix brisée. « Les enfants ne disent pas toujours ce qu'ils ressentent », répondit doucement Héloïse. Mais elle a trouvé une autre façon de l'exprimer. Pierre se laissa tomber sur le petit fauteuil près du bureau, la tête entre les mains. Tout ce temps, je pensais que lui offrir tout ce qu'elle voulait suffirait, que je faisais de mon mieux. Héloïse s'approcha timidement, choisissant ses mots avec soin. « Vous êtes un bon père, monsieur Dumas, mais parfois, les enfants ont besoin de plus que des cadeaux. Ils ont besoin de moments, des instants, où ils se sentent vus, écoutés. » Pierre releva la tête, croisant le regard compatissant d'Héloïse. « Elle mérite mieux, » dit-il simplement. « Il n'est pas trop tard, » répondit Héloïse. « Vous avez déjà commencé à faire des changements. Elle le remarque, et elle est heureuse. » Ces mots résonnèrent en Pierre. Il plia soigneusement la lettre et la rangea dans le tiroir du bureau d'Amélie. « Merci, Héloïse, » dit-il après un long moment. Elle hocha la tête, respectant le besoin de silence de Pierre, avant de quitter la pièce. Elle se retourna. « Elle vous aime beaucoup, vous savez, même si elle ne le dit pas toujours. » Pierre resta seul dans la chambre, entouré des dessins et des jouets de sa fille. Il passa une main sur son visage, réfléchissant à tout ce qu'il avait manqué, mais au lieu de se laisser submerger par la culpabilité, il fit une promesse silencieuse. Il ferait tout pour être le père dont Amélie avait besoin. Le lendemain, il invita Héloïse à se joindre à eux pour un pique-nique dans le jardin. « Amélie serait ravie si vous étiez là, » dit-il, presque timidement. Héloïse accepta, et le pique-nique se transforma en un après-midi de rire, de jeux et de complicité. Amélie était au centre de l'attention, et pour la première fois, Pierre sentit que leur petite famille, bien qu'imparfaite, pouvait se reconstruire à la fin de la journée.
Alors qu'Amélie s'endormait paisiblement, Pierre descendit dans le salon où Héloïse rangeait les restes du pique-nique. « Vous avez raison, Héloïse, » dit-il soudain. « Ce sont les moments qui comptent. Merci de m'avoir fait comprendre cela. » Elle lui adressa un sourire doux, et pour la première fois, Pierre se demanda si l'arrivée d'Héloïse dans leur vie n'était pas une bénédiction bien plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Le lendemain du pique-nique, une nouvelle dynamique semblait s'installer dans la maison d'Uma. Pierre, habituellement absorbé par son travail, passait plus de temps à la maison. Trouvant des moments pour partager des instants simples mais précieux avec Amélie. « Papa, regarde, Héloïse m'a appris à faire une tresse toute seule !» s'exclama Amélie en courant vers lui dans le salon. Pierre, assis sur le canapé avec un journal à la main, leva les yeux et sourit. « C'est très joli. Ma chérie, tu es devenue une vraie experte. » Amélie fit une petite révérence théâtrale avant de retourner jouer avec ses poupées, laissant Pierre contempler la scène avec une chaleur nouvelle dans le cœur. Dans les jours qui suivirent, Héloïse continua de créer des opportunités pour Pierre et Amélie de se rapprocher. Elle organisait des ateliers de cuisine improvisés où ils faisaient des gâteaux ensemble, transformant la cuisine en un joyeux désordre de farine et de glaçage. Elle proposait des soirées jeux de société où les rires résonnaient dans toute la maison. Un soir, alors qu'Amélie était couchée, Pierre trouva Héloïse dans la cuisine, nettoyant les restes d'un gâteau qu'ils avaient préparé plus tôt. « Vous êtes vraiment douée pour créer de la magie », dit-il en s'appuyant contre le comptoir. Héloïse releva la tête, surprise, puis esquissa un sourire. « Ce n'est pas de la magie, monsieur Dumas, c'est juste prendre le temps de profiter des petites choses. » Pierre hocha la tête, réfléchissant à ses paroles. Il s'était souvent demandé comment Claire avait réussi à maintenir cette atmosphère de joie et de sérénité dans leur foyer, même lorsqu'il était absent. Il commençait maintenant à comprendre que cela demandait une intention et une attention qu'il n'avait jamais vraiment prise le temps de cultiver. « Vous êtes une bénédiction pour cette maison, Héloïse », ajouta-t-il. Elle rougit légèrement et baissa les yeux sur l'éponge qu'elle tenait. « Amélie est une petite fille extraordinaire. C'est facile de l'aimer, » dit-elle simplement. Pierre la regarda un moment, remarquant pour la première fois la douceur dans ses traits et la sincérité dans ses mots. Quelques jours plus tard, un événement particulier renforça encore davantage les liens entre eux. Amélie, en jouant dans le jardin, trébucha sur une pierre et se blessa légèrement au genou. Héloïse accourut immédiatement, la prenant dans ses bras pour la calmer. Pierre, qui était en réunion dans son bureau, entendit les pleurs de sa fille et descendit précipitamment. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, alarmé. « Rien de grave, monsieur. Elle s'est juste égratignée le genou, » répondit Héloïse, en appliquant un pansement sur la blessure. Amélie, encore en larmes, tendit les bras vers son père. Pierre la prit délicatement et l'embrassa sur le front. « Ça va aller, ma chérie. Papa est là, » murmura-t-il. Ce simple geste apaisa immédiatement Amélie, et Héloïse observa la scène avec une certaine émotion. C'était dans ces petits moments qu'elle voyait à quel point Pierre aimait sa fille, même s'il avait encore du mal à exprimer pleinement ses sentiments. Le soir, après avoir mis Amélie au lit, Pierre se retrouva à nouveau dans la cuisine avec Héloïse. Cette fois, il prépara 2 tasses de thé et les posa sur la table. « Vous avez une patience que je n'aurai jamais », dit-il en lui tendant une tasse. Héloïse rit doucement. La patience vient avec l'expérience. Je suppose, à l'orphelinat, il y avait beaucoup d'enfants, et chacun avait besoin d'attention à sa manière. Pierre fronça légèrement les sourcils. Il n'avait jamais vraiment demandé à Héloïse de parler de son passé. Mais cette mention de l'orphelinat piqua sa curiosité. « Ça a dû être difficile, » dit-il prudemment. Héloïse haussa les épaules, son regard se perdant un instant dans le vide. « Parfois, oui, mais ça m'a aussi appris à apprécier les petites choses. Un sourire, un mot gentil, ce sont des trésors qu'on ne réalise pas toujours qu'on a. » Pierre hocha la tête, réfléchissant à ses paroles. Il se demandait comment une personne ayant grandi dans un environnement si difficile pouvait avoir une telle capacité à répandre la joie. « Vous avez une force incroyable, » dit-il après un moment. Héloïse le regarda, légèrement surprise. « Je ne suis pas sûre d'être forte. J'essaie juste de faire ce qui est juste, » répondit-elle doucement. Ce soir-là, Pierre se coucha avec un sentiment nouveau. Héloïse n'était pas seulement une présence réconfortante pour Amélie, elle était devenue une partie essentielle de leur vie,
une source d'inspiration silencieuse mais puissante, le lendemain, Pierre décida de prendre une journée de congé pour passer du temps avec sa fille. Ensemble, ils visitèrent un parc animalier, une sortie qu'Amélie adorait. Héloïse les accompagna, et leur complicité fut évidente pour quiconque les voyait. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Amélie s'endormit, sa tête appuyée contre l'épaule de Pierre. Ce dernier échangea un regard avec Héloïse. Un sourire discret, mais significatif sur les lèvres. « Merci », murmura-t-il, presque imperceptiblement. Héloïse répondit par un simple hochement de tête. Elle savait que ce remerciement venait du cœur, et cela suffisait. Les semaines passèrent, et la présence d'Héloïse dans la maison Dumas devint de plus en plus naturelle. Amélie, qui autrefois vivait dans une solitude silencieuse, débordait désormais d'énergie et de joie. Même Pierre, bien qu'encore discret, semblait s'ouvrir lentement, prenant plaisir à participer aux petites activités familiales qu'Héloïse organisait. Un dimanche après-midi, alors qu'Amélie faisait la sieste, Pierre proposa à Héloïse de prendre un café sur la terrasse. C'était rare pour lui d'inviter quelqu'un à partager un moment de détente, mais il ressentait le besoin de mieux connaître cette jeune femme qui avait transformé sa maison. « Alors, Héloïse, » commença-t-il en posant la tasse devant elle, « vous avez mentionné une fois que vous aviez grandi dans un orphelinat. Cela a dû être une expérience marquante. » Héloïse hocha la tête, son regard se perdant un instant dans la vue apaisante des jardins. « Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, » répondit-elle avec un sourire doux. « Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 5 ans. Je n'avais aucun autre parent proche. Alors on m'a placée dans un orphelinat à quelques kilomètres d'ici. » Pierre fronça les sourcils, troublé par la simplicité avec laquelle elle évoquait un passé si tragique. « Cela a dû être terriblement difficile, » murmura-t-il. « Oui, parfois. Mais les enfants s'adaptent. J'ai appris à trouver de la joie dans les petites choses, comme partager un gâteau avec mes camarades ou lire un bon livre. » Pierre, touché par sa résilience, se pencha légèrement en avant. « Et qu'est-ce qui vous a poussé à travailler avec des enfants ?» Un sourire nostalgique illumina le visage d'Héloïse. Il y avait une éducatrice à l'orphelinat, Madame Roux. Elle était stricte, mais elle nous traitait avec beaucoup de respect et d'affection. C'est elle qui m'a appris que chaque enfant mérite d'être écouté et valorisé. Pierre hocha la tête, admirant sa maturité et sa capacité à transformer une enfance difficile en force. Mais quelque chose dans son histoire éveillait une curiosité qu'il ne pouvait ignorer. « Et cet accident ? Vous en savez plus sur ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, hésitant. Le sourire d'Héloïse s'effaça légèrement, remplacé par une expression plus grave. « Pas vraiment. Les autorités ont conclu que c'était un simple accident de la route, une perte de contrôle sur une route mouillée. » Elle haussa les épaules, comme pour balayer le sujet. Mais Pierre sentit que, derrière cette façade de calme, il y avait des questions non résolues. « Vous avez déjà cherché à en savoir plus ?» demanda-t-il doucement. « J'y ai pensé, » avoua-t-elle. « Mais que pourrais-je découvrir de plus ? Les dossiers sont sûrement fermés depuis longtemps. Et rien ne ramènera mes parents. » Pierre resta silencieux un moment, fixant la tasse de café entre ses mains. Une partie de lui voulait insister, l'encourager à revisiter son passé. Mais il ne voulait pas être intrusif. « Si jamais vous décidez de chercher des réponses, sachez que je suis là pour vous aider, » dit-il finalement. Héloïse le remercia d'un sourire sincère, bien que ses yeux trahissent une légère inquiétude. Quelques jours plus tard, un événement inattendu ramena le sujet à la surface. Amélie avait invité une amie de l'école à venir jouer au manoir, et les deux filles avaient décidé de jouer aux exploratrices dans le grenier. Héloïse les accompagna pour s'assurer qu'elles ne toucheraient à rien de dangereux, alors qu'elle fouillait parmi les vieilles malles et les cartons poussiéreux. Amélie trouva un album photo. « Regarde, Héloïse. Ce sont de vieilles photos de la famille. » Héloïse feuilleta l'album avec curiosité. Les premières pages montrèrent des images de Pierre enfant, de Claire souriante, et même de Henri Dumas, le père de Pierre, jeune et charismatique. Mais en arrivant à une page particulière, Héloïse sentit son souffle se couper. Sur la photo, un couple posait devant une voiture ancienne. L'homme et la femme semblaient familiers, et Héloïse sentit une étrange résonance dans son esprit. « Qui sont-ils » demanda Amélie en pointant la photo. Héloïse lut la légende en bas de l'image. Henri et ses associés lors de l'inauguration de la nouvelle filiale. 1995.
un détail attira son attention. L'homme sur la photo portait une montre en or avec un cadran gravé, identique à celle qu'Héloïse avait trouvée parmi les rares affaires de son père après l'accident. Le cœur battant, elle referma doucement l'album et guida les filles hors du grenier. Une fois Amélie et son amie occupées avec un goûter, Héloïse redescendit discrètement au grenier pour récupérer l'album. Assise seule dans sa chambre, elle étudia la photo en détail, les visages, les noms, les dates. Tout semblait indiquer un lien entre Henri Dumas et son passé. Quand elle descendit ce soir-là, Pierre remarqua immédiatement son expression troublée. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il, posant son journal. Héloïse hésita, puis tendit l'album. « Je crois que votre père connaissait les miens, » dit-elle doucement. Pierre regarda la photo avec attention, ses sourcils se fronçant, alors qu'il comprenait l'implication de ses paroles. « C'est impossible, » murmura-t-il. Mais au fond de lui, il savait que dans la famille Dumas, les coïncidences n'existaient pas. Le lendemain matin, Pierre ne parvenait pas à chasser l'image de la photo que lui avait montrée Héloïse. Les visages et les noms inscrits sous l'image tournaient dans son esprit comme un puzzle, dont il ne possédait pas encore toutes les pièces. Après avoir déposé Amélie à l'école, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il se rendit chez son père, Henri Dumas. Sans prévenir, Henri vivait dans une immense propriété en bordure de Paris, un domaine tout aussi impressionnant que froid. Lorsque Pierre entra dans le bureau de son père, il trouva l'homme assis derrière son immense bureau en acajou, examinant des documents avec une concentration typique. « Pierre, quelle surprise! Que me vaut cette visite matinale ?» demanda Henri en se levant pour l'accueillir. Pierre ignora la formalité habituelle et posa l'album photo sur le bureau. « Je suis tombé sur ça dans notre grenier. Tu veux bien m'expliquer pourquoi il y a une photo de toi avec les parents d'Héloïse ?» demanda-t-il, son ton direct. Henri fronça les sourcils, examinant la photo. Il mit un moment avant de répondre, comme s'il pesait ses mots. « Ah, ces gens... Oui, je me souviens. C'étaient des associés mineurs dans une de nos premières filiales. Pourquoi cette question ? Parce qu'ils sont morts dans un accident. Et leur fille travaille maintenant chez moi, répondit Pierre. Et parce que cette coïncidence est difficile à ignorer, Henri s'adossa à son fauteuil, son expression se durcissant légèrement. Un accident, dis-tu. Voilà bien des années que cette histoire est derrière moi. Je doute que cela ait la moindre importance aujourd'hui. Mais Pierre remarqua un tressaillement dans les traits de son père. Un signe que ce sujet était loin d'être aussi anodin qu'il voulait le faire croire. « Henri, si tu sais quelque chose que je ne sais pas, je veux la vérité, » dit Pierre d'une voix ferme. Le vieil homme fixa son fils un instant, puis poussa un soupir exaspéré. « Pierre, je te conseille de ne pas creuser là où il n'y a rien à trouver. Ce genre de curiosité ne t'apportera que des ennuis. » Ce ton condescendant enflamma Pierre. « Ce n'est pas une réponse. Ces gens ont perdu la vie, et leur fille a grandi dans un orphelinat. Si tu es impliqué d'une manière ou d'une autre, je dois le savoir. » Henri se leva brusquement, plantant son regard perçant dans celui de son fils. « Écoute-moi bien, Pierre. Tu as une entreprise à gérer et une famille à protéger. Ne perds pas ton temps avec des fantômes du passé. » Pierre serra les poings, frustré par l'entêtement de son père, mais il savait qu'il n'obtiendrait rien de plus aujourd'hui. « Très bien, » dit-il finalement, « mais je trouverai des réponses, avec ou sans ton aide, en quittant la maison. » Pierre sentait un mélange de colère et de suspicion. Quelque chose dans l'attitude d'Henri lui confirmait que son père n'était pas étranger à cette histoire. De retour au manoir, Pierre trouva Héloïse dans la salle de jeu avec Amélie. Cette dernière courait joyeusement autour de sa nounou, un sourire éclatant sur le visage. « Papa, tu veux jouer avec nous ?» cria Amélie. Pierre lui adressa un sourire, mais ses pensées étaient ailleurs. « Plus tard, ma chérie. Je dois parler à Héloïse un instant. » Amélie, bien que déçue, hocha la tête et retourna à ses jeux. Pierre fit signe à Héloïse de le suivre dans son bureau. « Je suis allé voir mon père ce matin, » dit-il dès qu'ils furent seuls. Héloïse fronça les sourcils, attentive. « Et qu'a-t-il dit ?»« Pas grand-chose, » répondit Pierre en s'asseyant derrière son bureau. « Mais son comportement, il sait quelque chose. »« J'en suis certain. » Héloïse croisa les bras, visiblement troublée. « Vous pensez qu'il aurait pu être impliqué dans l'accident de mes parents ?» Pierre resta silencieux un instant, pesant ses mots. « Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais Henri est un homme qui protège ses intérêts à tout prix. S'il y a quelque chose à cacher, il le fera. »
Cette idée fit frissonner Héloïse. Elle avait toujours eu l'impression que l'histoire de ses parents n'était pas aussi simple qu'on le prétendait. Mais entendre Pierre exprimer ses soupçons la rendait soudain plus réelle. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle. Pierre la fixa, déterminé. « Nous allons chercher des réponses. Il doit y avoir des archives, des documents, quelque chose qui relie mon père à ce qui s'est passé. » Pendant les jours suivants, Pierre et Héloïse commencèrent discrètement à fouiller dans les archives de la famille et de l'entreprise. Ils trouvèrent des contrats, des photos et des correspondances. Mais rien de concret sur l'accident des parents d'Héloïse. C'est alors qu'une lettre ancienne attira l'attention d'Héloïse. Elle était adressée à Henri et signée par un homme dont le nom lui était familier, l'avocat qui avait supervisé l'héritage de ses parents après leur décès. « Regardez ça !» dit-elle en tendant la lettre à Pierre. Il la lut attentivement, son visage se durcissant à mesure qu'il déchiffrait les mots. « C'est une preuve qu'ils étaient liés à mon père. Et ce ton, cela ressemble à une tentative d'étouffer quelque chose. » Héloïse sentit un mélange de soulagement et de peur. Ils étaient sur la piste de quelque chose de grand, mais cela signifiait aussi qu'ils touchaient à un secret dangereux. Pierre posa la lettre sur son bureau et regarda Héloïse dans les yeux. « Nous ne sommes qu'au début, » dit-il calmement. « Mais je te promets qu'on ira jusqu'au bout. » Quelques jours s'étaient écoulés depuis que Pierre et Héloïse avaient découvert la lettre. Mais l'ambiance au manoir Dumas était de plus en plus tendue. Pierre continuait d'examiner les documents qu'ils avaient trouvés, tandis qu'Héloïse essayait de maintenir une certaine normalité pour Amélie, qui, heureusement, était insouciante et heureuse dans son petit monde. Un matin, alors qu'Héloïse accompagnait Amélie à l'école, elle sentit les regards curieux des autres parents. Des murmures se faisaient entendre. Des phrases entrecoupées comme « Vous savez qui elle est, c'est la nounou des Dumas ». Héloïse sentit un frisson d'inquiétude, mais elle ignora les murmures et embrassa Amélie, avant de la laisser rejoindre ses camarades. Sur le chemin du retour, cependant, cette sensation de malaise persistait. Quand elle arriva au manoir, Madame Lambert l'accueillit avec une expression inhabituellement sérieuse. « Héloïse, avez-vous entendu ce qu'on dit en ville ?» demanda la gouvernante, baissant la voix comme si elle craignait d'être entendue. « Non, que se passe-t-il ? On raconte que vous êtes mêlée à une vieille affaire concernant la famille Dumas. Certains disent que vous cherchez à tirer profit de votre position ici. » Les mots de Madame Lambert résonnèrent dans la tête d'Héloïse comme un coup de tonnerre. « C'est absurde, » répondit-elle, sa voix tremblante d'indignation. « Je ne ferai jamais une chose pareille. Je sais que ce ne sont que des rumeurs, ma chère. Mais il vaut mieux en parler à Monsieur Pierre. » Plus tard dans la journée, Héloïse trouva Pierre dans son bureau, penché sur un épais dossier. Elle frappa doucement à la porte avant d'entrer. « Non, Pierre, nous devons parler, » dit-elle, sa voix empreinte de nervosité. Il releva la tête, posant ses lunettes sur la table. « Que se passe-t-il » Elle lui expliqua ce qu'elle avait entendu, les murmures, les regards, et la façon dont son nom semblait être associé à des intentions malveillantes. Pierre fronça les sourcils, l'indignation se lisant sur son visage. « C'est certainement l'œuvre de mon père, » dit-il d'un ton sombre. « Il essaie de vous discréditer pour nous décourager. »« Mais pourquoi irait-il aussi loin ?» demanda Héloïse, désemparée. Pierre se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Henri n'est pas le genre d'homme à reculer devant quoi que ce soit pour protéger ses secrets. Il sait que nous sommes proches de découvrir quelque chose, et il veut vous faire passer pour une manipulatrice. Héloïse sentit une boule se former dans sa gorge. Elle n'avait jamais voulu être un poids pour cette famille, et encore moins devenir un problème. « Peut-être que je devrais partir, » murmura-t-elle. Pierre s'arrêta net et planta son regard dans le sien. « Non, vous ne partirez pas. Amélie a besoin de vous, et moi aussi. Nous allons régler ça ensemble. » Ses paroles étaient de ferme, mais elles avaient aussi une douceur qui apaisa légèrement les craintes d'Héloïse. Le lendemain, alors qu'il se concentrait à fouiller davantage dans les archives familiales, une nouvelle complication surgit. Un journaliste local, connu pour ses articles sensationnalistes, se présenta au manoir, exigeant de parler à Pierre. « On dit que votre nounou est impliquée dans une affaire de corruption liée à votre père. » lança-t-il, dès que Pierre ouvrit la porte. « Que répondez-vous à cela ?» Pierre, furieux, ferma la porte au nez du journaliste sans un mot. Il retourna dans le salon, où Héloïse l'attendait, visiblement bouleversée. « C'est allé trop loin, Pierre. Si cela continue, cela va nuire à votre réputation, et je ne veux pas être la cause de ça. »« Héloïse »
Vous n'êtes pas responsable de cette situation, rétorqua Pierre. La seule personne à blâmer ici, c'est mon père. Ils décidèrent de rester discrets, évitant tout contact avec la presse et limitant leurs sorties en ville. Cependant, Henri intensifiait ses efforts pour semer le doute, envoyant des messages indirects à travers des intermédiaires. Une semaine plus tard, alors qu'ils examinaient un ancien contrat trouvé dans les archives, une découverte surprenante fut faite. « Regardez ça », dit Pierre en pointant une clause obscure dans le contrat. « Ce document montre que mes parents ont racheté une petite entreprise peu de temps avant l'accident de vos parents. » Héloïse regarda les dates et sentit son cœur s'accélérer. « C'était l'entreprise de mon père », murmura-t-elle. Il en parlait souvent. Il disait que c'était son rêve, mais qu'il avait des difficultés financières. Pierre hocha la tête, le puzzle commençant à prendre forme. « Cela explique pourquoi mon père a eu des contacts avec votre famille. Mais cela n'explique pas pourquoi il cacherait des choses. Ce soir-là, alors qu'Héloïse se préparait à se coucher, elle trouva une note glissée sous sa porte. Les mots étaient simples mais glaçants. « Arrêtez de poser des questions, ou vous le regretterez. » Elle descendit précipitamment pour montrer le billet à Pierre, qui serra la mâchoire en le lisant. « C'est un avertissement, » murmura-t-il. « Mais cela prouve que nous sommes sur la bonne piste. » Pour la première fois, Héloïse sentit une peur réelle s'installer en elle. Ce n'était plus seulement une quête de vérité. C'était une lutte contre une force bien plus puissante qu'elle ne l'avait imaginée. La note anonyme trouvée sous la porte d'Héloïse avait transformé l'atmosphère du manoir. Pierre et Héloïse savaient qu'ils approchèrent de la vérité, mais ils réalisaient également que les forces contre lesquelles ils luttaient n'hésitèrent pas à les intimider. Pierre, assis dans son bureau, relisait la note pour la énième fois. Son visage fermé, Héloïse, quant à elle, restait silencieuse, assise sur le fauteuil en face de lui, ses mains jointes dans une tentative de calmer son anxiété. « Il faut aller à la police », murmura-t-elle enfin. Pierre secoua la tête. « Avec quoi, Héloïse ? Une note anonyme et quelques documents qui soulèvent des questions. » « Mais rien de concret. Henri a trop d'influence. Ils ne nous écouteront pas sans preuves solides. »« Alors, que fait-on » demanda-t-elle, sa voix trahissant une pointe de désespoir. Pierre se redressa, son regard déterminé. « Nous continuons à chercher. » Le lendemain, Pierre prit un jour de congé pour se concentrer entièrement sur leur enquête. Avec Héloïse, ils passèrent des heures à examiner chaque document, chaque photo, chaque lettre qu'ils avaient collectée. « Regardez ça », dit Héloïse en sortant un autre contrat. Il mentionne un transfert de fonds à une société tierce. Quelques mois avant l'accident, Pierre examina le document. Cette société appartient à un certain Jacques Bernard, lut-il à haute voix. Ce nom me dit quelque chose. Après quelques recherches, ils découvrirent que Jacques Bernard était un ancien avocat de la famille Dumas. Il avait disparu de la sphère publique peu après l'accident. Si quelqu'un sait quelque chose, c'est lui, déclara Pierre. Ils décidèrent de retrouver Jacques Bernard. Avec l'aide d'un ami de confiance de Pierre, ils obtinrent une adresse dans une petite ville à quelques heures de route. « Vous êtes sûr de vouloir venir ?» demanda Pierre à Héloïse, alors qu'ils montaient dans la voiture. « Oui », répondit-elle fermement. « J'ai besoin de réponses. » La route jusqu'à la maison de Jacques Bernard fut silencieuse. Chacun perdu dans ses pensées, lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent une petite maison en pierre, entourée d'un jardin mal entretenu. Pierre frappa à la porte, et un homme d'âge moyen, aux traits fatigués, ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent légèrement en reconnaissant Pierre. « Monsieur Dumas, que faites-vous ici ?» demanda-t-il méfiant. « Nous avons des questions, » répondit Pierre, à propos d'un accident survenu il y a des années. Jacques hésita, puis les fit entrer, refermant soigneusement la porte derrière eux. « Vous ne devriez pas fouiller dans cette histoire, » dit-il en s'asseyant. « Et pourquoi pas ?» demanda Héloïse, sa voix tremblante d'émotion. « Ce ne sont pas vos parents qui sont morts ce jour-là. » Jacques baissa les yeux, visiblement gêné. « Je suis désolé pour vos pertes, mademoiselle, » murmura-t-il. « Mais cette histoire est plus compliquée que vous ne le pensez. » « Expliquez-nous alors, » insista Pierre. Jacques soupira profondément, passant une main sur son visage. « Votre père, Henri, avait des intérêts financiers dans l'entreprise de ses associés, les parents de cette jeune femme, » commença-t-il. « Mais quand l'entreprise a commencé à avoir des difficultés, ils ont refusé de vendre. Cela a conduit à des tensions, répéta Pierre, incrédule.
Vous parlez comme si c'était une simple dispute commerciale. Ce n'était pas qu'une dispute, admit Jacques. Henri a vu leur refus comme une menace pour ses propres affaires. Alors il a fait pression. Je ne sais pas ce qu'il a ordonné exactement, mais l'accident n'était pas un accident. Le sang d'Héloïse se glaça. Elle fixa Jacques, cherchant une trace de remords ou de doute dans son regard. Mais il semblait sincère. « Vous saviez cela, et vous n'avez rien fait », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « J'étais jeune et naïf, mademoiselle », répondit Jacques. « Et Henri avait le pouvoir de détruire ma carrière, voire ma vie. » Pierre serra les poings, luttant contre la rage qui montait en lui. « Pourquoi parlez-vous maintenant ?» demanda-t-il. « Parce que je suis fatigué de vivre avec ce poids », avoua Jacques. Il leur donna des informations supplémentaires, notamment des noms de personnes impliquées et des documents qu'il avait conservés. « Prenez ça », dit-il en leur tendant une enveloppe. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. » De retour au manoir. Pierre et Héloïse examinèrent les nouveaux éléments. Parmi eux se trouvait une copie d'un rapport d'accident modifié, indiquant clairement une falsification. « C'est une preuve », murmura Pierre, fixant le document, mais cette victoire fut de courte durée. Le soir même, un appel inattendu bouleversa leur fragile espoir. « Pierre », dit une voix froide à l'autre bout du fil, « j'ai entendu dire que tu joues à l'enquêteur. C'était Henri. Arrête immédiatement, ou tu regretteras de m'avoir défié. » Continua-t-il avant de raccrocher. Pierre posa le téléphone, le visage sombre. Il savait que son père ne lançait pas des menaces à la légère. « Qu'a-t-il dit ?» demanda Héloïse, inquiète. « Que je devrais arrêter. Et allez-vous le faire ?» Pierre la regarda, son expression déterminée. « Non, pas tant que nous n'aurons pas la vérité. » La tension dans le manoir Dumas était palpable après l'appel menaçant d'Henri. Pierre savait que son père était capable de tout pour protéger ses secrets, et cela rendait la situation encore plus dangereuse. Héloïse, bien que effrayée, était résolue à ne pas abandonner. Le lendemain matin, Pierre décida de confronter directement Henri. Il prit sa voiture et se dirigea à nouveau vers la propriété familiale, sa détermination se lisant dans chacun de ses gestes. Henri était dans son bureau, entouré de ses livres anciens et de ses dossiers impeccablement organisés, lorsque Pierre entra sans frapper. « Tu m'as menacé », commença Pierre. Sa voix froide. « Maintenant, c'est à moi de poser les règles. » Henri leva les yeux, surpris par ce ton inhabituellement ferme venant de son fils. « Tu joues avec le feu, Pierre », répondit-il calmement. « Non, père, c'est toi qui as joué avec la vie des autres, y compris celle d'Héloïse, et ça suffit. » Henri resta silencieux un instant, puis poussa un profond soupir. « Très bien. Si tu insistes pour connaître la vérité, je vais te la donner. Mais je doute que tu sois prêt à entendre tout ce que j'ai à dire. » Pierre croisa les bras, son regard fixé sur celui de son père. « Parle. » Henri se leva, se dirigea vers une étagère, et en sortit un dossier poussiéreux qu'il posa sur son bureau. Les parents de cette jeune femme, les Morel, étaient effectivement mes associés. Commença-t-il. Au début, tout allait bien, mais lorsqu'ils ont refusé de vendre leur entreprise à un de mes partenaires, cela a créé des tensions. Pierre serra les poings, mais laissa son père continuer. J'ai fait pression sur eux. Je l'admets, peut-être un peu trop, mais leur accident, ce n'était pas moi, insista Henri. Alors qui ? Demanda Pierre, sa voix pleine de colère. Henri détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Mon partenaire à l'époque, un certain André Vasseur, avait des méthodes, disons, peu orthodoxes. Il voulait s'assurer que les Morel disparaissent du tableau. Je ne lui ai jamais donné d'ordre direct, mais je savais ce qu'il comptait faire. Pierre sentit une vague de dégoût l'envahir. « Tu as laissé faire », murmura-t-il, abasourdi. « Je n'ai pas levé le petit doigt », répondit Henri, son ton devenant glacial. « Et si c'était à refaire, je ferais peut-être les choses autrement. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger la famille. » Pierre éclata de rire, un rire amer et empli de colère. « Protéger la famille. Tu as détruit une famille entière pour ça. Et maintenant, tu veux que je te remercie, Henri, bien que visiblement touché par les paroles de son fils, reprit rapidement son masque de froideur. « Ce qui est fait, Pierre. Tu ne pourras pas changer le passé. »« Non, » répondit Pierre, « mais je peux au moins essayer de réparer les dégâts. » Il saisit le dossier sur le bureau de son père et sortit sans un mot,
Laissant Henri seul dans son bureau, son expression impassible fissurée par un soupçon de regret, de retour au manoir, Pierre trouva Héloïse dans le jardin avec Amélie. La petite fille riait aux éclats en courant après des papillons, inconsciente du poids des secrets qui tourmentaient les adultes autour d'elle. Héloïse, en voyant l'expression sombre de Pierre, s'approcha immédiatement. « Vous avez parlé à votre père ?» demanda-t-elle. « Oui, et il a avoué. »« En partie, » répondit Pierre, tendant le dossier à Héloïse. Ils s'installèrent dans le bureau de Pierre pour examiner le contenu du dossier. Parmi les documents, ils trouvèrent des correspondances entre Henri et André Vasseur, ainsi que des détails sur l'entreprise des parents d'Héloïse. « Regardez ça, » dit Héloïse, en pointant une lettre datée d'une semaine avant l'accident. Henri mentionne qu'il voulait éviter un conflit direct. « Cela prouve qu'il savait ce qu'André prévoyait, » murmura Pierre, ses mâchoires serrées. « Mais pourquoi ne pas l'arrêter ?» demanda Héloïse, la voix brisée. Pierre secoua la tête. « Parce que pour lui, les affaires passent avant tout, même avant la morale. » Cette vérité amère frappa Héloïse comme un coup, mais elle se redressa, déterminée. « Ces preuves, nous devons les utiliser. »« Oui, » répondit Pierre, « mais nous devons être prudents. Mon père ne se laissera pas faire facilement. » Pendant les jours qui suivirent, Pierre et Héloïse commencèrent à rassembler toutes les preuves nécessaires pour confronter publiquement Henri et André Vasseur. Mais ils savaient qu'ils jouaient un jeu dangereux, et les menaces ne tardèrent pas à s'intensifier. Un soir, alors qu'Héloïse préparait Amélie pour le coucher, un appel téléphonique perturba la quiétude du manoir. Pierre décrocha, son visage se durcissant à mesure qu'il écoutait. « Qui était-ce » demanda Héloïse lorsqu'il raccrocha. « C'était une autre menace, » répondit-il, sa voix grave. « Ils savent ce que nous faisons. » « Et ils essaient de nous effrayer. » Héloïse sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle posa une main réconfortante sur le bras de Pierre. « Nous devons continuer. Pour mes parents, pour Amélie. » Pierre hocha la tête, trouvant dans les yeux d'Héloïse une force qui l'aidait à tenir. « Oui, nous continuerons. » Quoi qu'il arrive, les jours suivants furent un tourbillon d'activités intenses. Pierre et Héloïse travaillaient en secret, rassemblant chaque document, chaque détail qui pouvait incriminer Henri et André Vasseur. Les nuits étaient de courtes, et l'atmosphère dans le manoir oscillait entre tension et détermination. Un matin, alors qu'ils examinaient une pile de dossiers dans le bureau de Pierre, Héloïse trouva un rapport d'accident détaillé qui avait été classé dans une section incorrecte. « Regardez ça », dit-elle en tendant le document à Pierre. « Il y a une incohérence dans les dates. » Pierre lut attentivement, ses sourcils se fronçant à mesure qu'il déchiffrait les informations. « Ce rapport a été modifié, » murmura-t-il. « Les heures ne correspondent pas, et il manque des signatures officielles. C'était une pièce essentielle pour prouver que l'accident des parents d'Héloïse avait été dissimulé. Nous avons ce qu'il faut, » dit Pierre en posant le rapport sur la table. « Mais ce ne sera pas suffisant. Il nous faut un témoin. » Ils décidèrent de rendre une nouvelle visite à Jacques Bernard, l'ancien avocat qui avait déjà partagé des informations cruciales avec eux. Cette fois, ils espéraient qu'il accepterait de témoigner publiquement. Lorsque Pierre et Héloïse arrivèrent chez Jacques, ils le trouvèrent dans un état de nervosité palpable. « Vous ne comprenez pas à quel point ces gens sont dangereux, » dit-il, en marchant de long en large dans son petit salon. « C'est précisément pour cela que nous avons besoin de vous, » insista Pierre. « Si vous témoignez, nous pourrons les exposer au grand jour. » Jacques hésita, visiblement déchiré entre sa peur et sa conscience. « D'accord, » dit-il enfin. « Mais seulement si vous garantissez ma sécurité. » Pierre hocha la tête. « Vous avez ma parole. » Avec Jacques à leur côté, Pierre et Héloïse commencèrent à élaborer un plan pour exposer Henri et André. Ils décidèrent de tout révéler lors d'une réunion du conseil d'administration de la Société Dumas, un événement où Henri et André seraient au présent, entourés des principaux actionnaires. « Si nous pouvons les confronter devant tout le monde, ils ne pourront plus nier, » expliqua Pierre, le soir précédant la réunion. Pierre s'assit avec Amélie pour un moment calme. Il la serra dans ses bras, réalisant combien cette petite fille innocente représentait tout ce qu'il avait de précieux. « Papa, tu es inquiet ?» demanda-t-elle, levant les yeux vers lui. Pierre sourit doucement. « Un peu, ma chérie, mais parfois, il faut faire ce qui est juste. » Même si c'est difficile, Amélie hocha la tête, comme si elle comprenait la gravité de ses paroles. Le lendemain matin,
le manoir était plongé dans une tension palpable. Héloïse se préparait dans sa chambre, choisissant une tenue simple mais élégante. Elle savait que cette journée serait déterminante, non seulement pour elle, mais aussi pour la mémoire de ses parents. « Prête ?» demanda Pierre lorsqu'elle le rejoignit dans le hall. « Aussi prête que je peux l'être », répondit-elle, le regard déterminé. Ils arrivèrent au siège de l'entreprise, un bâtiment imposant au cœur de Paris. Le conseil était réuni dans une salle luxueusement aménagée, et Henri, assis à la tête de la table, affichait un air de confiance inébranlable. Lorsque Pierre entra, accompagné d'Héloïse et de Jacques, les murmures commencèrent immédiatement. Henri leva les yeux, son expression se durcissant en voyant son fils. « Pierre, que signifie cette interruption ?» demanda-t-il d'un ton autoritaire. Pierre se posta au centre de la salle, tenant un dossier dans ses mains. « Cela signifie que la vérité doit enfin être révélée, » répondit-il calmement. Il commença à exposer les documents qu'ils avaient rassemblés, expliquant les liens entre Henri, André Vasseur et l'accident des parents d'Héloïse. Chaque preuve présentée était comme un coup de marteau, et les murmures dans la salle se transformèrent en murmures d'indignation. « C'est absurde !» s'exclama Henri, se levant brusquement. « Tu n'as aucune idée des conséquences de tes accusations. Ce qui est absurde, c'est de penser que vous pourriez continuer à cacher cela indéfiniment. » Rétorqua Pierre. Jacques prit alors la parole, confirmant les manipulations et les menaces qui avaient entouré l'affaire à l'époque. « J'ai gardé le silence trop longtemps, » dit-il, sa voix tremblante mais résolue. « Ces gens méritent justice. » Henri, acculé, tenta de se défendre, mais les preuves étaient accablantes. Même André, qui jusqu'ici était resté silencieux, finit par avouer sous la pression des questions des actionnaires « J'ai suivi des ordres », dit-il en regardant Henri. Rien de tout cela n'était mon idée. La salle explosa en murmures choqués, et Henri, réalisant qu'il avait perdu, se laissa tomber sur sa chaise. Vaincu, Pierre, bien que satisfait d'avoir enfin exposé la vérité, sentit un mélange d'émotions. « C'est fini », dit-il à Héloïse en quittant la salle. Mais Héloïse, tenant une photo de ses parents qu'elle avait apportée, murmura « Pas encore. Il reste encore temps à reconstruire. » Après la confrontation dramatique lors du conseil d'administration, la tension ne diminua pas immédiatement. Henri avait quitté la salle en silence, suivi de plusieurs actionnaires mécontents, et la chute de son empire personnel semblait imminente. Pierre et Héloïse, bien qu'ils aient accompli leur objectif principal, savaient que les retombées allaient se prolonger. De retour au manoir, le silence pesait lourd. Amélie, trop jeune pour comprendre les détails de ce qui s'était passé, avait simplement ressenti l'agitation dans l'air. Elle attendait patiemment dans le salon, les jambes croisées sous elle, une poupée dans les mains. « Papa, est-ce que tout va bien maintenant ?» demanda-t-elle innocemment lorsque Pierre entra. Il s'accroupit devant elle, posant une main sur sa joue. « Oui, ma chérie, tout ira bien, je te le promets, » dit-il avec un sourire réconfortant. Mais lorsque Pierre rejoignit Héloïse dans le bureau, il la trouva assise près de la fenêtre, perdue dans ses pensées. La lumière du soleil tombait sur son visage, soulignant une expression à la fois mélancolique et déterminée. « Tu penses que c'est vraiment fini ?» demanda-t-elle doucement sans détourner les yeux de l'horizon. Pierre s'adossa à la porte, croisant les bras. « Pour lui peut-être, mais pour toi, c'est une autre histoire. » « Héloïse, tu as encore un long chemin à parcourir. » Elle tourna enfin la tête vers lui, esquissant un faible sourire. « Je ne suis pas sûre de ce que je ressens. C'est comme si je devais être soulagée. Mais il y a encore un vide. » Pierre s'approcha et s'assit en face d'elle, posant une main rassurante sur la sienne. « Ce que tu ressens est normal. Tu viens de découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à tes parents. C'est beaucoup à digérer. » Ils restèrent silencieux un moment, le poids des événements s'imposant à tous les deux. « Merci, Pierre, » dit-elle enfin. « Sans toi, je n'aurais jamais eu le courage de faire tout ça. »« Tu n'as pas besoin de me remercier, » répondit-il. « Mais si je peux faire quelque chose pour t'aider à avancer, je le ferai. » Les jours suivants furent marqués par un mélange d'incertitude et de calme. Henri restait invisible, et bien que Pierre ait reçu des nouvelles indiquant que son père cherchait à sauver ce qui restait de sa réputation, cela ne semblait plus affecter ni lui, ni Héloïse. Amélie, quant à elle, retrouvait sa joie habituelle. Ignorant les complexités qui entouraient les adultes de sa vie, un après-midi, alors qu'elle jouait dans le jardin, Pierre et Héloïse la rejoignirent,
pour un moment de répit bien mérité. « Viens jouer avec nous. »« Héloïse !» cria Amélie en courant autour d'un cerisier. Héloïse rit doucement avant de jeter un regard à Pierre. « On dirait qu'on n'a pas vraiment le choix, » murmura-t-elle en riant. Pierre sourit, et pour la première fois depuis des semaines, il sentit un véritable moment de légèreté. La soirée, cependant, apporta une surprise inattendue. Alors qu'ils partageaient un dîner tranquille dans la salle à manger, Pierre brisa le silence. « Héloïse, j'ai réfléchi à tout ça, ce que nous avons traversé, ce que tu as traversé. » Elle posa ses couverts, attentive. « Tu sais que tu as une place ici, pas seulement pour Amélie, mais pour moi aussi. » Le cœur d'Héloïse s'emballa. Elle ne savait pas si elle avait mal compris ou si Pierre faisait allusion à quelque chose de plus profond. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» murmura-t-elle. Pierre inspira profondément, comme s'il cherchait les bons mots. « Tu es devenue une partie essentielle de notre vie. Pas seulement comme nounou, mais comme quelqu'un qui apporte de la lumière, du courage et... » Il hésita, cherchant son regard. « Et quelqu'un qui me rappelle que j'ai encore le droit d'être heureux. » Les mots flottaient dans l'air, lourds de signification. Héloïse sentit ses joues s'embraser, mais elle ne détourna pas les yeux. « Pierre, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant, » répondit-il doucement. « Mais je voulais que tu saches ce que je ressens. » Le silence qui suivit était rempli de promesses non dites. Héloïse baissa les yeux, un sourire timide apparaissant sur son visage. « Merci, » dit-elle enfin, sa voix à peine audible. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle se retirait dans sa chambre, Héloïse se sentit submergée par une vague d'émotions. Elle savait qu'elle ressentait quelque chose pour Pierre, mais elle craignait que les événements récents n'aient brouillé ses sentiments. Pourtant, dans son cœur, une pensée persistante la réconfortait. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de trouver une véritable maison. De son côté, Pierre resta dans le salon, contemplant la photo de Claire qu'il gardait toujours sur une étagère. « Claire, » murmura-t-il doucement, « je crois que je suis enfin prêt à aller de l'avant. » Il posa la photo, un léger sourire sur les lèvres. Il savait que le chemin serait encore long, mais il était certain d'une chose. Il voulait qu'Héloïse fasse partie de son avenir. Le calme relatif qui s'était installé après la confrontation du conseil d'administration fut de courte durée. Henri, malgré sa défaite apparente, n'avait pas l'intention de rester dans l'ombre. Il était un homme habitué à contrôler chaque aspect de sa vie, et l'idée de voir son empire familial menacé par son propre fils l'emplissait de rage. Un matin, alors qu'Héloïse et Pierre prenaient le petit déjeuner avec Amélie, une voiture noire s'arrêta brusquement devant le manoir. Le chauffeur en descendit, portant une enveloppe qu'il remit à Madame Lambert avec un air grave. « C'est pour Monsieur Pierre », dit-il avant de repartir sans un mot. Madame Lambert, visiblement inquiète, apporta l'enveloppe à Pierre, qui fronça les sourcils en la recevant. « Ah, qu'est-ce que c'est ?» demanda Héloïse. Percevant la tension qui montait, Pierre déchira l'enveloppe et sortit une lettre. À mesure qu'il la lisait, ses mâchoires se contractaient et son regard devenait de plus en plus sombre. « C'est une convocation », annonça-t-il. « Mon père nous poursuit en justice. » Héloïse sentit son cœur s'accélérer. « Sur quelle base ?» Pierre posa la lettre sur la table, son ton chargé de frustration. « Il prétend que nos accusations ont causé des dommages irréparables à sa réputation et à ses affaires. Mais c'est lui qui... » commença Héloïse, sa voix tremblante d'indignation. « Je sais, » coupa Pierre. « C'est sa façon de contre-attaquer. Il veut nous intimider, nous épuiser, nous faire reculer. » Le reste de la journée fut consacré à consulter des avocats et à préparer une défense solide. Pierre savait que son père utiliserait tous les moyens à sa disposition pour les discréditer, mais il était déterminé à ne pas céder. « Nous avons la vérité de notre côté », dit-il à Héloïse alors qu'ils étudièrent les documents dans son bureau. « Mais la vérité suffit-elle face à quelqu'un comme Henri ?» demanda-t-elle, exprimant une crainte qu'elle n'avait pas osé formuler jusqu'alors. Pierre posa une main réconfortante sur la sienne. « Nous ne sommes pas seuls. Nous avons des preuves, des témoins. Et surtout, nous avons raison. » Malgré ces paroles, une ombre de doute planait dans l'esprit de Pierre. Il connaissait Henri mieux que quiconque et savait à quel point il était habile à manipuler les situations à son avantage. Quelques jours plus tard, la situation s'aggrava lorsque des articles de presse commencèrent à circuler, accusant Pierre et Héloïse d'avoir orchestré une campagne pour ruiner Henri. Les rumeurs, bien que non fondées,
commencèrent à affecter leur entourage. « Je n'arrive pas à croire qu'il puisse aller aussi loin », murmura Héloïse, lisant un des articles. « C'est sa façon de montrer qu'il est toujours en contrôle », répondit Pierre, visiblement épuisé par cette bataille. Malgré cela, il décida de contre-attaquer à son tour. Avec l'aide de Jacques Bernard, ils organisèrent une conférence de presse pour exposer publiquement les preuves qu'ils avaient rassemblées. La conférence fut un moment intense. Pierre, debout devant une foule de journalistes, parla avec une honnêteté désarmante, détaillant les actions passées de son père et les conséquences dévastatrices pour la famille d'Héloïse. « Mon père est un homme puissant, mais cela ne lui donne pas le droit de détruire des vies pour protéger ses intérêts, » déclara-t-il, sa voix résonnant avec force. Héloïse, bien que nerveuse, prit également la parole, partageant son histoire avec une émotion palpable. « Pendant des années, j'ai cru que mes parents étaient morts dans un accident. Découvrir la vérité a été une douleur, mais aussi une libération. Je veux que justice soit rendue. Pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui ont été touchés par les actions de M. Dumas, dit-elle, les larmes aux yeux. Leurs déclarations eurent un impact immédiat, attirant l'attention des médias et du public, mais elles eurent également un effet imprévu. Henri, furieux de voir son nom traîner dans la boue, décida de se confronter directement à Pierre. Une semaine après la conférence, Henri arriva au manoir, sans prévenir. « Où est Pierre ?» lança-t-il en entrant dans le hall, son visage rouge de colère. Pierre descendit calmement les escaliers, son regard glacial. « Que veux-tu, père ?» Henri se planta devant lui, son ton menaçant. « Tu as dépassé les limites, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour cette famille. Et toi, tu oses me trahir ?» Pierre, gardant son calme, répondit. « Protéger la famille ne justifie pas de détruire celle des autres. » Henri serra les poings, mais avant qu'il ne puisse répondre, Héloïse apparut à l'entrée du hall. « Vous n'avez pas le droit de parler de trahison, » dit-elle, sa voix ferme. « Vous avez volé mes parents, ma vie, et maintenant, vous voulez encore nous faire taire. » Henri la fixa, et pour la première fois, son masque de froideur sembla se fissurer. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive, » murmura-t-il, presque pour lui-même. « Mais c'est arrivé, » rétorqua Héloïse, « et vous devez en assumer les conséquences. » Un silence tendu s'installa, jusqu'à ce qu'Henri tourne les talons et quitte le manoir, laissant derrière lui une atmosphère lourde d'émotions non résolues. Pierre regarda Héloïse, admirant son courage. « Tu es plus forte que tu ne le penses, » murmura-t-il. Héloïse, bien qu'épuisée, sentit une vague de soulagement. Il savait que le combat n'était pas terminé, mais il n'était plus seul dans cette lutte. Les semaines suivantes furent marquées par une série de développements décisifs. Le procès intenté par Henri contre Pierre et Héloïse approchait à grands pas, mais au lieu de les décourager, cela renforça leur détermination. « Nous avons tout ce qu'il faut », dit Pierre en refermant un dossier volumineux sur son bureau. « Les preuves, les témoignages, tout est en place. Mais Henri a l'habitude de contourner les règles. » rétorqua Héloïse, assise en face de lui. « Pas cette fois, » répondit-il fermement. Le jour du procès arriva dans une atmosphère tendue. La salle d'audience était pleine à craquer. Des journalistes, des curieux, mais surtout des figures influentes du monde des affaires, tous impatients de voir le dénouement de cette affaire familiale explosive. Henri, vêtu d'un costume impeccable, entra dans la salle avec son avocat, son expression froide trahissant une colère contenue. Pierre et Héloïse, accompagnés de Jacques Bernard, prirent place du côté opposé, leur visage déterminé. Lorsque le juge ouvrit l'audience, l'accusation d'Henri fut exposée. Diffamation, atteinte à sa réputation et dommages financiers, mais lorsque ce fut au tour de la défense de s'exprimer, Pierre prit la parole avec une assurance tranquille. « Monsieur le juge, cette affaire n'est pas une simple querelle familiale. Elle est le résultat de décennies de manipulation, d'abus de pouvoir et de décisions immorales, dit-il en fixant Henri. Il présenta ensuite les preuves rassemblées, des contrats, des lettres, des rapports falsifiés, tous témoignant des actions passées d'Henri et de ses alliés. Jacques Bernard, malgré son hésitation initiale, apporta un témoignage clé, décrivant en détail comment Henri et André Vasseur avaient orchestré le harcèlement des parents d'Héloïse. « Ils n'ont jamais eu la moindre chance », conclut Jacques, sa voix tremblante. Le point culminant du procès arriva lorsque le procureur présenta un enregistrement audio. C'était une conversation entre Henri et André.
enregistré des années auparavant, où ils discutaient ouvertement de résoudre le problème des Morel. Dans la salle, un silence choqué suivit la diffusion de l'enregistrement. Henri, pour la première fois, sembla perdre son sang-froid. « C'est un coup monté !» s'exclama-t-il en se levant brusquement. Mais le juge frappa son marteau, rappelant à l'ordre. « Monsieur Dumas, asseyez-vous !» ordonna-t-il d'une voix sévère. Lorsque l'audience prit fin, le verdict fut prononcé. Les accusations d'Henri contre Pierre et Héloïse furent rejetées. De plus, une enquête fut officiellement ouverte sur Henri et André Vasseur pour leur rôle dans les événements entourant l'accident des parents d'Héloïse. Dans le hall du tribunal, les journalistes entourèrent immédiatement Pierre et Héloïse, posant une avalanche de questions. « Que ressentez-vous après cette victoire ?» demanda un reporter. Pierre échangea un regard avec Héloïse avant de répondre. « Ce n'est pas une victoire personnelle. C'est une étape vers la justice pour ceux qui n'ont plus de voix pour se défendre. » Héloïse ajouta, sa voix ferme mais émotive, « Je suis reconnaissante à tous ceux qui nous ont soutenus. Mais ce n'est pas seulement une histoire de justice, c'est une question de vérité et d'humanité. » De retour au manoir, une atmosphère de soulagement imprégnait les lieux. Amélie, insouciante de tout ce qui s'était passé, courut accueillir son père et Héloïse avec un grand sourire. « Vous avez gagné ?» demanda-t-elle innocemment. « Oui, ma chérie, » répondit Pierre en la soulevant dans ses bras. Pour Héloïse, le poids de l'incertitude semblait enfin s'alléger. Elle se tenait dans le jardin, contemplant le ciel, lorsqu'elle sentit Pierre s'approcher derrière elle. « Tu as été incroyable aujourd'hui, » dit-il doucement. Elle tourna la tête vers lui, un sourire timide sur les lèvres. « Je n'aurais jamais pu faire ça sans toi. » Pierre s'approcha davantage, ses yeux cherchant les siens. « Héloïse, je sais que ce que nous avons traversé a été difficile. Mais cela m'a montré une chose. Je ne veux plus imaginer ma vie sans toi. » Son cœur s'emballa. Mais cette fois, elle ne chercha pas à fuir. « Moi non plus, » murmura-t-elle. Leur proximité se réduisit encore, et Pierre, dans un geste à la fois doux et déterminé, l'embrassa. Ce fut un moment suspendu. Empli de promesses et de renouveau, leur lien, forgé dans l'adversité, avait trouvé un nouvel élan. Plus tard dans la soirée, ils discutèrent des prochaines étapes. « Que comptes-tu faire maintenant ?» demanda Pierre. « Je veux honorer la mémoire de mes parents, » répondit Héloïse. « Peut-être créer une fondation pour aider les familles en difficulté. »« C'est une excellente idée, » dit Pierre, visiblement fier d'elle. Les jours suivants furent dédiés à reconstruire, non seulement leur vie, mais aussi l'héritage des parents d'Héloïse. Henri, désormais éclipsé par ses propres erreurs, tenta de minimiser les conséquences. Mais son pouvoir et son influence s'érodèrent rapidement. Pour Pierre, l'essentiel était clair. Il avait retrouvé sa fille, ouvert son cœur à une nouvelle chance d'aimer, et surtout, appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était toujours la meilleure voie, dans le jardin du manoir. Alors qu'Amélie jouait parmi les fleurs, Héloïse et Pierre, main dans la main, regardèrent l'avenir avec espoir. « Nous avons traversé beaucoup de choses, mais je crois que c'est seulement le début, » murmura Pierre. « Oui, le début d'une nouvelle vie, » répondit Héloïse, un sourire rayonnant illuminant son visage. Les semaines qui suivirent le procès marquèrent un tournant dans la vie d'Héloïse et de Pierre. Bien que la vérité sur Henri et son rôle dans la tragédie des Morel ait éclaté, il restait encore beaucoup à reconstruire. Mais cette fois, il n'était plus seul. Un matin ensoleillé, Héloïse se réveilla avec une idée claire en tête. Assise à la table du petit déjeuner avec Pierre, elle partagea ses réflexions. « Je veux créer une fondation en mémoire de mes parents, » dit-elle, ses yeux brillants de détermination. Quelque chose qui aiderait les enfants et les familles en difficulté à surmonter les obstacles. Comme ce que j'ai vécu, Pierre, tenant une tasse de café, la regarda avec admiration. « C'est une belle idée, Héloïse, et tu sais que je serai là pour t'aider à chaque étape. »« Merci, Pierre, » murmura-t-elle. « Cela signifie beaucoup pour moi. » Ils commencèrent immédiatement à travailler sur le projet. Pierre utilisa ses contacts pour obtenir des conseils sur la création de la fondation, tandis qu'Héloïse se plongea dans des recherches, prenant des notes sur les besoins des communautés locales. « Tu as un véritable talent pour cela, » lui dit Pierre. Un soir, alors qu'il la trouvait penchée sur un cahier, entourée de documents, Héloïse leva les yeux, rougissant légèrement. « Peut-être que j'ai enfin trouvé ma voie, »
répondit-elle avec un sourire timide. Le projet devint rapidement une source de joie pour eux deux. Ils passèrent des jours à élaborer des plans, à organiser des réunions et à impliquer des bénévoles. Amélie, bien que trop jeune pour comprendre tous les détails, adorait voir sa nouvelle famille travailler ensemble. « Est-ce que je pourrais aider aussi ?» demanda-t-elle un jour, les yeux pétillants d'excitation. « Bien sûr, ma chérie », répondit Héloïse en la serrant dans ses bras. L'un des premiers événements organisés par la Fondation fut une journée communautaire dans le parc local. Des familles de tous horizons se rassemblèrent pour participer à des activités, des ateliers et des jeux pour enfants. Héloïse, vêtue d'une tenue simple mais élégante, accueillait les invités avec chaleur et enthousiasme. « Tu es incroyable !» murmura Pierre, en la voyant discuter avec une mère venue demander de l'aide pour ses enfants. « Je fais juste ce qui me semble juste, » répondit-elle. À la fin de la journée, alors qu'ils rangèrent les tables et les chaises, Héloïse se tourna vers Pierre. « Merci de croire en moi, » dit-elle. Pierre s'arrêta un instant, posant une main sur son épaule. « Ce n'est pas difficile de croire en toi, Héloïse. Tu as changé ma vie et celle d'Amélie. » Elle sentit son cœur se réchauffer à ces paroles. Cependant, tout n'était pas encore réglé. Henri, bien que discrédité, continuait à faire parler de lui. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il tentait de récupérer une partie de son influence, en concluant des accords douteux. Un soir, Pierre reçut un appel inattendu de son père. « Pierre, je veux te parler », dit Henri, sa voix plus faible que d'habitude. Pierre hésita, mais finit par accepter de le rencontrer. Ils se retrouvèrent dans une petite brasserie discrète, loin des regards curieux. Henri semblait fatigué, ses épaules voûtées et son expression empreinte de regret. « Je voulais te dire que je suis désolé », commença-t-il. Pierre le regarda longuement, cherchant des signes de sincérité dans ses paroles. « Désolé pourquoi ? Exactement ?» demanda-t-il. Henri soupira, posant ses mains sur la table. « Pour tout, pour ce que j'ai fait aux parents d'Héloïse, pour la façon dont je t'ai traité. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux essayer de réparer ce que je peux. » Pierre resta silencieux un moment, partagé entre le désir de pardonner et la douleur des blessures encore fraîches. « Ce n'est pas à moi que tu dois te justifier, » dit-il finalement. « Tu devrais parler à Héloïse. » Henri hocha lentement la tête. Quelques jours plus tard, Henri se présenta au manoir. Cette fois sans avertissement, Héloïse, surprise de le voir, sentit une pointe d'anxiété monter en elle. « Mademoiselle Morel, je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez, » commença-t-il, son ton plus humble qu'elle ne l'avait jamais entendu. « Mais je veux que vous sachiez que je regrette profondément tout ce qui s'est passé. » Héloïse, bien que méfiante, sentit une sincérité inhabituelle dans ses paroles. « Ce que vous avez fait a changé ma vie à jamais, » répondit-elle calmement. « Mais je ne veux pas que cette haine continue de me définir. » Henri sembla surpris par sa maturité et son courage. « Vous êtes une femme remarquable, » dit-il. Après son départ, Héloïse se sentit étrangement en paix, bien que le pardon complet fût encore loin. Elle sentait qu'elle pouvait enfin commencer à tourner la page. Dans les semaines qui suivirent, la fondation grandit rapidement, avec Pierre à ses côtés. Héloïse trouva une nouvelle raison de vivre, transformant sa douleur en une force pour aider les autres. Un soir, alors qu'ils se tenaient dans le jardin, Pierre prit la main d'Héloïse. « Je suis fier de toi, » dit-il doucement. « Et moi de nous, » répondit-elle avec un sourire radieux. Il savait que le chemin avait été long et difficile, mais ils étaient enfin prêts à embrasser l'avenir. Ensemble, le soleil brillait haut dans le ciel, inondant le manoir d'Uma d'une lumière douce et chaleureuse. Le jardin était en effervescence, décoré avec soin pour une fête spéciale organisée par Héloïse et Pierre. Les guirlandes lumineuses, les bouquets de fleurs sauvages et les tables disposées en cercle donnaient une ambiance intime et joyeuse. Amélie courait entre les invités, vêtue d'une robe blanche ornée de petits motifs floraux, son sourire éclatant illuminant tout autour d'elle. « Papa, Héloïse, venez voir !» cria-t-elle, pointant un groupe d'enfants jouant près d'une fontaine. Pierre et Héloïse échangèrent un regard complice avant de rejoindre Amélie. L'événement était une célébration à double objectif. Marquer l'ouverture officielle de la Fondation Morel et célébrer une nouvelle ère pour leur famille. « Tu as fait un travail incroyable », murmura Pierre à Héloïse en regardant la scène.
« Nous avons fait un travail incroyable », corrigea-t-elle, un sourire radieux sur le visage. La Fondation Morel avait déjà commencé à changer des vies, des familles en difficulté trouvèrent du soutien, des enfants recevaient des opportunités qu'ils n'auraient jamais imaginées, et Héloïse se sentait plus proche que jamais de ses parents, honorant leur mémoire à travers cette œuvre. Mademoiselle Morel appela un homme d'une 40aine d'années, un dossier à la main. « Vous êtes incroyable. Grâce à vous, ma famille a trouvé un logement stable. » Héloïse le remercia avec émotion, touchée par la reconnaissance sincère de ceux qu'elle aidait. « C'est pour cela que je fais tout cela, » dit-elle à Pierre, lorsqu'ils se retrouvèrent un moment seuls. « Moi, Annie, et c'est pour cela que je t'aime, » répondit-il simplement. Héloïse sentit son cœur s'accélérer à ces mots, bien qu'ils aient partagé un moment similaire après le procès. Ces paroles semblaient encore plus significatives dans ce contexte, entourées de bonheur et d'espoir. « Moi aussi », murmura-t-elle en serrant sa main. Alors que la soirée avançait, une autre figure familière apparut parmi les invités. Henri Dumas. Il s'était tenu à l'écart depuis leur dernier échange. Mais aujourd'hui, vêtu d'un costume plus modeste que son style habituel, il semblait venir en paix. « Henri », dit Pierre en s'approchant, surpris mais calme. « Pierre, Héloïse », commença Henri, sa voix empreinte de sincérité. « Je ne voulais pas manquer cet événement. Vous avez accompli quelque chose de remarquable. Et je tenais à vous féliciter. » Héloïse, bien que méfiante, sentit une sincérité inhabituelle dans ses paroles. « Merci, monsieur Dumas », répondit-elle avec politesse. Henri hocha la tête, évitant d'aller plus loin, comme s'il savait que le pardon complet prendrait du temps. Mais sa présence, bien que discrète, semblait être un premier pas vers une réconciliation. Aussi fragile soit-elle. La nuit tomba doucement, et les invités se rassemblèrent autour d'une grande table illuminée par des bougies. Pierre se leva pour porter un toast. « Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une fondation, » dit-il en regardant la foule. « Nous célébrons la résilience, le courage et la force de croire en un avenir meilleur. » Il leva son verre vers Héloïse, un sourire plein de fierté sur le visage. « Et nous célébrons cette femme incroyable qui a transformé sa douleur en lumière pour les autres. » Des applaudissements éclatèrent, et Héloïse, bien que légèrement gênée, ne pouvait cacher sa joie. « Merci à vous tous d'être ici, » dit-elle en se levant à son tour. « Mais surtout, merci à Pierre et Amélie, ma nouvelle famille, qui m'ont donné la force de poursuivre mes rêves. » Les applaudissements redoublèrent, et Amélie, sans hésiter, se leva pour serrer Héloïse dans ses bras. « Je t'aime, Héloïse, » murmura-t-elle. « Moi aussi, mon ange, » répondit-elle en la serrant contre elle. Plus tard dans la soirée, alors que les invités dansaient sous les guirlandes lumineuses, Pierre et Héloïse s'éloignèrent un moment pour se retrouver seuls. « Regarde tout ça, » murmura Pierre, regardant la scène. « Tout ce que nous avons construit, c'est magnifique, » répondit Héloïse. « Mais je crois que le plus beau reste à venir. » Pierre sourit et sortit une petite boîte de sa poche. « Je pensais exactement la même chose, » dit-il en s'agenouillant devant elle. Héloïse porta une main à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes. « Héloïse Morel, tu as changé ma vie et celle d'Amélie de façon que je ne pourrais jamais exprimer avec des mots. Veux-tu partager ce nouveau chapitre avec nous, pour toujours ?» Héloïse, submergée d'émotion, hocha la tête. « Oui, Pierre, oui, je le veux. » Les invités, ayant remarqué la scène, applaudirent et acclamèrent avec joie. Amélie se précipita pour les rejoindre, sautillant d'excitation. « Je savais que ça arriverait », s'exclama-t-elle en les serrant tous les deux dans ses bras, sous les étoiles scintillantes. Pierre, Héloïse et Amélie se tinrent ensemble. Une famille unie par l'amour, la résilience et l'espoir. Ils savaient que le chemin qu'ils avaient parcouru était rempli de défis, mais chaque pas les avait conduits à cet instant. Et tandis que les rires et la musique emplissaient l'air, ils étaient prêts à embrasser leur nouvelle vie, ensemble,